Qu'est-ce que nous avons entendu dans nos populations? Il y a certains besoins qui doivent être satisfaits. Nos populations, nous l'avons bien entendu, tous ceux qui ont participé à la campagne. Donc c'est pour ça que nous avons dit, fixons nos cap, disons que quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et la fibre, Internet, quoi, comme on dit. Donc ça, des besoins sociaux, pour que on ne dise pas que depuis 63, ne dise pas que mes grands-parents n'avaient pas eu d'eau, mes parents n'en ont pas eu, je n'en aurai pas. Il faut quand même y avoir un sens du progrès. Eh bien, c'est pas moi qui le dis, vous avez suivi vous-même, c'est le président de la République lui-même qui dit que quand on vit au Togo, l'accès à l'électricité est non négociable. Eh bien, pour ma part, ce soir, je vais juste essayer de me donner pour le devoir de votre côté de questionner ensemble avec mon invité du jour les différents projets qui ont été initiés depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005 jusqu'à ce jour, histoire de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on se retrouve encore dans des situations pareilles. Mais avant tout, la moindre des choses que je puisse vous dire, c'est que de la période 2007 jusqu'à aujourd'hui, le Togo a déboursé, en tout cas mobilisé pas moins de 500 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo qui essaye de discuter, d'essayer de voir comment est-ce que le Togo a pu renouer encore une fois avec les vieux démons de l'obscurité. Luc Abaki, bonsoir. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Vox Africa. Alors, vous avez suivi, comme moi tout à l'heure, cette vidéo vidéo devenue d'ailleurs virale, dans laquelle le président de la République dit clairement que c'est impensable, pour essayer de le paraphraser, qu'on se retrouve dans des situations comme ça. Mais puisqu'il a parlé dans sa vidéo depuis 1963, eh bien, on va pas remonter à cette époque-là, mais on va juste prendre l'époque 98 en 2002, et je dirais tout de suite que en 1998, le pays s'est vu plonger dans le noir pendant au moins 4 mois. Et comme si cela suffisait pas, juste 4 ans après, en 2002, là on parle de Gnassingbé Père, en 2002, le pays s'est retrouvé encore dans cette situation. La première question pour vous ce soir, c'est de savoir comment est-ce que les Togolais ont vécu cette époque en ce moment et quelle a été la réponse donnée par le président, le général Eyadema, président d'alors. C'était plutôt un cauchemar. Je pense que il faut d'abord situer le cadre ou le contexte. Vous savez, l'énergie électrique est à une économie ce que l'énergie physique est à un organisme humain. Sans l'énergie physique, sans la vitalité, sans la force physique, vous ne pouvez rien. Vous avez beau être intelligent, vous êtes grabataire, vous n'êtes pas rentable dans une société. Rapporté dans le contexte de l'énergie, il est clair que une économie ne peut pas vivre en marge de l'usage efficient de l'énergie électrique. Et donc, c'est vrai, on a plus de 60 ans d'indépendance, mais déjà, comme vous l'avez dit, en 98, on a connu des situations de coupure intempestive d'électricité. Vous avez vu comment les Togolais ont été surpris par cette situation désastreuse, parce que du tout, ça ébranle systématiquement toute l'activité socio-économique. Et Donc, oui, c'est vrai, à l'époque, le gouvernement avait trouvé des solutions palliatives à sa manière, parce qu'il faut rappeler en fait que le Togo n'a pas des ressources énergétiques qui lui permettraient de produire de l'énergie électrique en dehors justement des barrages, en tout cas des fleuves, etc., etc. Et donc ça veut dire qu'il fallait un investissement conséquent pour avoir des tribunes à la hauteur des besoins. Voilà. Et l'investissement conséquent a commencé à partir de la période 2007. Où justement l'histoire de délestage a rattrapé le fils d'Eyadema, cette fois-ci Faure Gnassingbé, qui est venu au pouvoir en 2005. Et juste 2 ans après, lorsque les délestages qui ont quand même paralysé entre guillemets le pays pendant au moins plus d'1 an ont surgi, il a lancé un projet d'envergure nommé Contour Global, dont on ignore encore les contours justement aujourd'hui, mais Contour Global qui est un projet qui avait coûté 100 milliards de francs CFA, qui devrait produire 100 mégawatts pour le Togo. Finalement, on n'en entend plus parler trop. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Contour Global? Ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Ça produit ou ça produit pas? Non, à vrai dire, en fait, cette centrale produit, mais seulement les prévisions qui étaient, en tout cas arrêtées au départ, ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Il semble que cette centrale est à même de produire 90 mégawatts au lieu de 100 comme c'était prévu au départ. Et puis il faut rappeler que c'est un investissement privé. Et donc, lorsqu'un investisseur privé engage des ressources pour investir dans un domaine, il faut
s'attendent à ce qu'ils veuillent avoir du profit. D'abord rentabiliser l'investissement et ensuite avoir le profit. Donc, la production même d'énergie à partir du contour global devient relativement chère, contrairement au gaz naturel qui nous est fourni par le Nigeria et qui, lui, ne coûte pas. Le contour global fonctionne à partir du gaz lourd et du fioul. Et donc, la production étant chère, malheureusement, cela est répercuté justement sur le panier de la ménagère. En tout cas, ça coûte en même temps à la société qui en est bénéficiaire immédiat. Voyez-vous, donc, c'est pour dire que oui, la question de la production d'énergie est importante, ça affirme la souveraineté du pays, mais puisqu'on est dans une communauté sous-régionale, il aurait été plus intéressant que nos pays s'entendent de sorte à bénéficier donc du combustible qui est donc le gaz naturel. Heureusement, la CEDEAO a mis en place un gazoduc de l'Afrique de l'Ouest depuis des années qui est censé nous fournir de l'énergie, enfin du gaz naturel, pour que toutes les centrales disponibles puissent fonctionner. Sauf que c'était des contrats et qui malheureusement ne sont pas respectés parce que nous ne sommes pas de demande payée. Voilà. D'accord. On rappelle quand même qu'à cette époque-là, Léopold Ninevi, qui était alors ministre des Mines et de l'Énergie, avait émis justement des réserves quant à l'investissement de Contour Global. Et avant de quitter la page Contour Global, aujourd'hui, le journaliste d'investigation Ferdinand Été dit que cette centrale tourne plutôt à perte, ce qui oblige la société à payer au moins 1,2 milliard francs CFA chaque mois. Bon, on reviendra. Bon, nous avons appris tout cela, ben bon, ça reste à vérifier. Moi, je ne suis pas technicien en la matière mais ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'aujourd'hui, malgré toutes ces initiatives, qu'on soit encore plongé dans le noir. Alors, 2018, déjà à partir de 2018, peut-être pour anticiper ce genre de coupure à nouveau, le président Faure a lancé un autre grand projet d'envergure qui a coûté 65 milliards de francs CFA, le projet Kekeli Efficient Power, et curieusement, juste 2 mois après, la centrale a pris feu. Comment en est-on arrivé là? Quel est le problème? Non, je crois qu'il y a un problème technique et il y a un problème peut-être aussi de négociation ou de bonne foi même des partenaires avec lesquels nous travaillons. Vous voyez, donc, et tout cela doit servir de leçon à nos dirigeants. Vous voyez, la centrale Contour Global devait nous donner 100 mégawatts. Aujourd'hui, elle ne donne que 90. La centrale Kekeli doit donner 65 mégawatts, mais à condition d'avoir le combustible qui lui permet justement de tourner à la hauteur, des attentes. Vous voyez, mais les besoins en termes d'énergie au Togo s'évaluent au moins quand on prend les parties, les moments de pic. C'est-à-dire à partir de 22h en allant, c'est au moins 300 mégawatts. Vous voyez, aujourd'hui, nos capacités de production ne couvrent pas même 40%. Et donc, nous sommes obligés, si vous voulez, d'importer de l'énergie de l'extérieur. Ça veut dire que tous ces projets-là qui ont été initiés sont soit mal conduits ou alors mal négociés au départ ou ne répondent pas encore aux attentes aux attentes légitimes des citoyens. D'où la nécessité pour le dirigeant de prendre le taureau par les cornes parce que, comme je l'ai dit au départ, on ne peut pas envisager la perspective de construction d'une économie saine et d'avoir de la croissance en marge de la maîtrise du secteur énergétique. C'est un secteur vital qui interroge véritablement l'engagement du citoyen, en fait, du dirigeant lui-même. Et puisque vous parlez des 40% de production aujourd'hui, je dois rappeler qu'au moment où le président Faure prenait le pouvoir, en 2005, le Togo produisait 20%. Eh bien, Luc, on va continuer toujours avec les investissements. Cette fois-ci, en 2021, au Togo, on a inauguré la centrale solaire photovoltaïque de Blita qui se situe à 270 km au nord de Lomé. Nous sommes à Blita qui devait produire normalement 50 mégawatts pour la ville de Blita et puis ses environs. Même si on est dans l'énergie solaire, est-ce que vous pensez que c'était aussi de nature à sortir le pays de l'électricité? Mais logiquement, en fait, si on regarde bien, toutes ces initiatives qui ont été prises montrent qu'en réalité, les gens avaient bien compris l'intérêt pour le pays de disposer de l'énergie électrique pour pouvoir lancer l'économie et puis lubrifier les activités socio-économiques des citoyens, etc., etc. Malheureusement, si nous en sommes encore à cette situation où nous n'avons pas d'énergie, on est obligé de s'interroger sur l'efficacité. Et puis, le sérieux dans la mise en œuvre de ces projets-là. Parce qu'en tout état de cause,
Ce qui compte pour le citoyen, c'est le résultat du terrain. Vous ne pouvez pas vivre en marge d'énergie. Donc, je pense que la personne la plus malheureuse aujourd'hui doit être le président de la République, puisque lui-même a affirmé qu'on ne peut pas vivre au Togo sans disposer de ces éléments de base, dont l'énergie, etc., etc. Et si ces citoyens se retrouvent dans cette situation-là, ça veut dire qu'il est obligé d'interroger le casting qu'il opère, d'interroger la pertinence des partenaires dont le Togo dispose, ne serait-ce que dans ce domaine de l'énergie, et d'interroger l'efficience de la gouvernance même du pays. Alors, je vais survoler très rapidement les autres investissements parce que il y en a tellement. Comme je l'ai annoncé en introduction, c'est près de 500 milliards de francs CFA. Il y a le projet Pérécute, projet d'extension de réseau électrique des centrales urbaines au Togo, qui avait été lancé également. Ça, nous étions en 2020, qui avait pour mission la réhabilitation, le renforcement de l'extension et puis le renforcement de capacité. Je termine avec la page des projets, justement parlant du projet CISO, qui veut dire en français, en tout cas en langue locale, allumé, voilà, CISO, qui devrait couvrir normalement 2 millions de Togolais en termes d'énergie, mais là, ça, c'était sur l'horizon 2030. Disons que c'est un projet qui devait venir dans 5 ans. Mais justement, Luc, aujourd'hui, quand on voit tout ça aujourd'hui, en 2024, et qu'on coupe encore l'électricité, le citoyen togolais se pose des questions. Et justement, au rang de ces questions que se pose le citoyen, c'est de savoir que se passe-t-il. Et Jeune Afrique croit nous donner une réponse en parlant d'endettement du pays vis-à-vis de ses voisins. Oui, tout à fait. Donc, je pense que vous avez bien fait de rappeler toutes ces initiatives et de montrer que, en fait, en termes d'idées et d'initiatives, nous ne sommes pas en manque. Il y a toujours des effets d'annonce et malheureusement, au fil du temps, lorsqu'il n'y a pas de résultat sur le terrain, on a comme l'impression qu'on nous annonce juste des éléphants blancs qui flattent simplement la conscience du citoyen. Alors qu'en fait, son attente, c'est d'avoir le résultat sur le terrain. Oui. On a lu justement le Jeune Afrique. Je disais tout à l'heure qu'on nous sommes de mauvais payeurs parce que moi-même, je suis allé aux sources pour voir en réalité de quoi il retourne. Je disais que le Nigeria nous fournit par exemple le gaz naturel et l'énergie électrique, tout comme le Ghana, mais dans un contexte contractuel. C'est-à-dire qu'on a des contrats entre États qui font que, en fait, ces États-là doivent nous fournir de l'énergie, soit de l'énergie énergétique, soit du gaz naturel, pour permettre d'alimenter nos centrales disponibles ici en vue de couvrir les besoins en énergie du pays. Alors, quand on parle de contrat, c'est que chaque partie doit honorer son engagement. Et donc, à un moment donné, le Togo, malheureusement, a accumulé une série d'impayés. C'est vrai qu'aujourd'hui, officiellement, ni le Nigeria, ni le Ghana n'a dit, bon, mais écoutez, puisque vous ne payez pas, je vous coupe. Il se trouve qu'il y a une forme de protectionnisme dans ces pays où un débat houlé est développé du fait que, même étant producteurs de l'énergie électrique et du gaz naturel, ces pays-là connaissent aussi des coupures, en tout cas une insuffisance en termes de fourniture d'énergie électrique. Et donc, le débat étant ouvert, on dit, mais écoutez, comment il se fait que vous allez exporter vos ressources de base en termes de combustible pour des pays extérieurs alors que le besoin en plein interne est là? Conséquence, il y a une certaine restriction. Et donc, le Nigeria fournit aujourd'hui, comme le dit Jeune Afrique, à peine 6% de son en fait, de sa production en termes de gaz naturel. Et donc, la répercussion, elle est directe sur les pays, justement, bénéficiaires. Là où nous sommes en situation de faiblesse, c'est que, à partir du moment où nous-mêmes, on n'est pas bons payeurs, c'est-à-dire que nous accumulons des dettes, alors nous ne pouvons pas revendiquer les références du contrat qui disent non mais vous devez nous fournir telle quantité et parce que nous payons. Et donc puisque vous ne payez pas, alors vous ne pouvez même pas dire que écoutez, votre restriction entache notre contrat parce que c'est un besoin vital, etc., etc. Voilà le vrai problème qui se pose et on se demande mais comment on peut manquer justement de cette habilité en accumulant des arriérés, alors qu'on sait très bien que c'est un secteur stratégique et plus vital pour non seulement l'économie, mais la vie sociale elle-même. Parce que ces coupures-là, vous connaissez bien les conséquences. Les hôpitaux ne fonctionnent pas. Or, il faut opérer des patients. Et l'économie, tous ceux qui sont dans le froid, etc. Mais toutes les fois, on coupe et qu'on ramène, mais ça grille les machines, etc. Le préjudice, il est inouï
sur la vie du citoyen. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas espérer une perspective heureuse à moins de trouver des solutions pérennes. Et il faut rappeler que le Togo, l'économie togolaise, en tout cas le commerce surtout du côté du Togo, évolue beaucoup plus dans l'informel. Les gens sont beaucoup plus dans l'informel à 75-80%, un peu comme vous le dites. Ça renforce un peu le côté crise économique qui pourrait s'en suivre. Mais au fond, il y a une question de curiosité qu'on pourrait se poser. Vous savez, le Togo est reconnu comme étant un grand pays dans la sous-région, en tout cas en Afrique, en matière de médiation, je veux dire de diplomatie. La diplomatie togolaise ne pourrait-elle pas nous sauver de cette situation-là auprès des voisins? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même un travail qui se fait. Vous avez constaté que il y a de cela 2 semaines, les coupures étaient plus intenses. Et donc, actuellement, il y a une légère embellie avec, un nouveau planning qui fait que, les tranches de coupure ne sont pas aussi étendues que cela ne l'était au départ. Ça veut dire que le dirigeant, surpris justement par cette situation inattendue, mais qui pouvait être prévisible si on avait conscience des risques qu'on prenait sans payer justement en temps réel ce qu'on doit donc à nos pays contractants. Oui, aujourd'hui, nous y sommes. Je pense que ce travail qui doit être fait avec plus de conscience. Pourquoi? Parce que si nous ne nous engageons pas vraiment à répondre avec efficience à ce secteur-là, le pays va s'effondrer. Et il est en train, malheureusement, de s'effondrer dans cette situation parce que, comme je le dis, la preuve, on devait commencer l'émission un peu plus tôt. La coupure a empêché qu'on puisse commencer. Alors que ce travail-là permet de conscientiser la population, de l'informer sur la situation actuelle. Et c'est aussi un drame du fait que jusqu'à présent, on n'a pas une communication optimale et efficiente sur la situation. Il ne nous appartient pas de dire à la place du gouvernant les difficultés dont le pays souffre. Justement, Luc, le pays s'effondre, comme vous le dites, le monde s'effondre, le pays s'effondre, et pendant ce temps, le gouvernant se tait. Comment vous justifiez, comment vous expliquez, comment vous comprenez-vous ce silence du gouvernement? Mais bien sûr qu'en tant que communicateur, je ne peux qu'être révolté. Je suis un citoyen, j'attends de mes dirigeants, une certaine forme de redevabilité vis-à-vis de moi. Et donc, lorsqu'il y a une situation, mais tous ceux qui dépendent de la société ont un contrat. Voyez-vous? Et donc, ça veut dire que le gouvernement doit être conscient du fait que il doit aux citoyens. Et c'est d'ailleurs parce que les citoyens existent qu'il existe un gouvernement. Et donc, quand il y a une difficulté qui peut être indépendante de la bonne volonté du dirigeant lui-même, son premier devoir, c'est de rendre compte aux citoyens de la situation. Et ensuite de lui dire comment il entend remédier à cette situation-là. Et qu'est-ce qu'il attend précisément du citoyen lui-même. Vous savez que même dans l'usage de l'énergie électrique, il y a des abus. Il y a des gens qui laissent leur climatiseur allumé dans le bureau et ils partent à la maison. Tout ça, ça fait partie de la consommation abusive qui aurait pu être rentabilisée autrement si les gens étaient suffisamment citoyens et travaillaient, en tout cas avaient vraiment une conscience élevée de ce que on ne doit pas abuser de la disponibilité justement de cette denrée-là. Donc, ça veut dire qu'il faut un travail efficient de communication et ça, vraiment, ça fait partie des reproches majeurs que moi, en tout cas personnellement, j'ai toujours fait au système de gouvernance de mon pays parce que j'estime que sur le plan de la communication, il y a des faiblesses notoires qui font que finalement le citoyen ne comprend pas les choix politiques et stratégiques de son gouvernement. À partir du moment où il ne comprend pas, il est difficile pour lui d'accompagner ou même d'empathie aux difficultés, etc. Il ne peut justement qu'être révolté. Être révolté, il y a une autre question qui a peut-être de quoi faire révolter. Je parle du communiqué du Trésor public qui était sorti en la date du 10 mars, qui demande aux établissements publics administratifs, les EPA, de pouvoir honorer leur engagement financier, de payer les factures. Et il y a certains barons qui auraient été également indexés dans cette affaire-là. Mais pendant ce temps, le communiqué dit clairement que quand même le Trésor alloue quand même de quoi payer. Comment est-ce que le citoyen peut comprendre que il y a de l'argent qui a été alloué au service public qui devrait payer la société qui ne paye pas?
Oui, mais voilà, justement, ça veut dire qu'il y a de la complaisance dans la gouvernance. Et je pense que tous ces éléments-là, en tout cas tous ces faits-là, qui créent un préjudice tellement grave sur le citoyen, la vie du citoyen, doivent finalement amener les décideurs à prendre le taureau par les cornes et à se montrer beaucoup plus exigeants, plus rigoureux, plus professionnels et puis développer la culture des résultats. Parce que dans tous les cas, nous, on n'est pas intéressé par voilà, le poste de dirigeant, mais on est intéressé par l'écosystème socio-économique dans lequel l'intelligence doit pouvoir payer. Donc, on ne peut pas concevoir qu'on puisse mettre l'argent public, c'est-à-dire l'argent du contribuable, puisque les ressources de l'État viennent essentiellement du labeur du citoyen. Que cet argent-là puisse être disponible, qu'il soit alloué pour des besoins bien précis et que il ne soit pas l'objectif ne soit pas atteint. Ça veut dire qu'il y a des esprits malveillants qui détournent cet objectif-là, qui préfèrent s'asseoir sur les ressources de l'État pendant que la conséquence directe est sur les citoyens eux-mêmes. Donc, je pense que tout cela doit participer à une forme de pédagogie dans la communication que le gouvernement se doit de mettre en place pour faire en sorte que les citoyens togolais soient un citoyen beaucoup plus responsable, plus intègre, plus engagé. Mais il est déplorable quand même que ce soit l'élite intellectuelle ou du moins ceux qui ont des portions de pouvoir de l'État qui se montrent irresponsables au point d'abuser des ressources du pays alors que la masse écrasante est dans la précarité et souffre encore du minimum dont l'énergie électrique, justement. Oui, Kabaki, nous rentrons de plein pied. Nous sommes dedans. De toute façon, depuis un bon moment dans la 5e République. Et qu'est-ce que le président de la République, sinon cette 5e République, qu'est-ce que tout ce clan de députés, etc., ont à faire pour pouvoir justement améliorer cette condition? Est-ce que l'amélioration pouvait partir quelque part aussi sur la construction de petits barrages un peu dans plusieurs localités, vu que le Togo dispose de plusieurs cours d'eau, de fleuves, etc. Absolument, j'en ai parlé au départ. C'est vrai que en termes de production, si aujourd'hui, en fait, la communauté économique, on dit bien économique, des États de l'Afrique de l'Ouest jouait bien son rôle, la vocation de ces États-là était de se compléter. C'est-à-dire qu'il y a des États qui disposent des ressources énergétiques naturelles. Et donc, normalement, ce besoin de creuser commun devait permettre que, par exemple, le Nigeria nous fournisse cette ressource de base qui permet d'alimenter les différentes tribus, les différentes centrales dont nous disposons pour, justement, avoir une certaine forme d'autonomie dans la fourniture d'électricité. Alors, si ce n'est pas le cas, et donc, ça veut dire que, étant dans la démarche d'affirmation de notre souveraineté, on n'a pas d'autre choix que de recourir à des centrales, en tout cas de prendre d'autres initiatives plus vigoureuses, mais plus porteuses surtout, parce que là, il ne suffit pas de multiplier des initiatives quand on n'a pas les résultats. Et donc, il faut questionner la pertinence de toutes les initiatives qui ont été prises, évaluer les besoins et voir quelles sont les solutions pérennes et structurelles qu'il faut trouver de sorte qu'on ne soit plus exposé à ce contexte ou bien à cette réalité de coupure intempestive d'électricité qui crée un préjudice incommensurable sur la vie du citoyen. Monsieur Abaki, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais j'ai deux questions. Une un peu superstitieuse, là, je la réserve pour la fin, et puis l'autre, je vais vous embêter un peu si vous étiez fort insinué. La jeune ministre Benjamin du gouvernement, ministre justement qui gère le côté énergie, est-ce que vous la reconduiriez? Je rappelle au téléspectateur que le gouvernement Dogbe a démissionné, donc tout est à refaire. C'est une question personnelle. Vous savez, il faut pas personnaliser, il faut pas individualiser. La ministre à elle seule peut faire quoi dans un État ou bien dans un système verrouillé? C'est ça le vrai problème. Donc ça veut dire que il appartient au premier décideur, en tout cas à celui qui doit le plus au peuple togolais, c'est-à-dire celui en qui on a investi notre confiance pour réguler la vie sociale. À 95%. Voilà, donc voilà justement, qu'il lui appartient de poser le diagnostic de l'efficacité, de l'efficience de son système. Alors, et de voir justement quels sont les pions qui ne marchent pas. D'accord, maintenant je fais de la superstition, je me suis amusé, et puis je me suis rendu compte que 98, c'est des périodes d'élection, autant des mois, avec tout ce que ça entraîne comme tension. 2002, on était à la veille de changement de constitution, voilà, tout ce que vous connaissez, toilettage de constitution, encore période de crise. 2007, oui, période d'élection législative, on est venu en 2005 pour, enfin, on va pas refaire l'histoire. 2021, on est au lendemain des élections présidentielles de 2020.
Et 2024, on est encore le lendemain des élections, etc. Et comme par hasard, chaque fois, il y a des crises énergétiques. Ben là, c'est la superstition. Il faut demander, je sais pas, aux membres des ancêtres et voir quel est le rapport qu'il y a entre. Mais dans tous les cas, je pense que il y a un besoin vraiment de prendre le taureau par les cornes. Je pense qu'il y a quand même un travail qui se fait en ce moment, puisqu'on a été surpris par ce qui est arrivé, mais on devait pas. Le dirigeant visionnaire ne doit pas se laisser surprendre par des situations comme ça, surtout dans des secteurs vitaux et vraiment essentiel comme celui de l'énergie. On ne peut pas se laisser surprendre. Je pense qu'il faut vraiment s'engager véritablement pour être à l'abri de ces besoins-là. Tous les pays se complètent au monde. En Europe, c'est la Russie qui fournit une bonne partie du gaz naturel, etc., à d'autres pays de l'Europe, etc. Il faut être dans la bonne foi, honorer les engagements, et puis c'est ça qui montre que on est visionnaire, on est rigoureux, et on sait où on va justement avec des millions de personnes sur les épaules. Visionnaire, rigoureux, on sait où on va avec les millions de personnes sur ses épaules. Je vous dis tout simplement que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le peuple togolais. Je vous remercie et à la prochaine.